Samedi 23 novembre 2019, la librairie Ombre Blanche à Toulouse accueillait l'écrivaine Kawther Adimi. Née en 1986 à Alger, Kawther Adimi est diplômée en lettres modernes et en management international des ressources humaines. Après 2 premiers livres, L'envers des autres et Des pierres dans ma poche, son roman Nos richesses, au Seuil en 2017, lui fait connaître un important succès. À la librairie Ombre Blanche, Kawther Adimi présentait Les Petits de décembre, publié aux éditions du Seuil. Bonne écoute. Merci d'être là, d'avoir bravé la pluie et les quarts de police. En même temps, il y aura de la manifestation aussi, je pense, dans la conversation d'aujourd'hui, et de la pluie. On va parler du dernier roman de Kawther Adimi, Les Petits de décembre. Ce 4e roman, toujours sur l'Algérie. C'est un sillon que Kawther Adimi creuse depuis le début. Le premier roman qui était publié, qui s'appelle L'envers des autres, qui était paru chez une petite maison d'édition qui s'appelle Barzac, qui est une maison d'édition algérienne, qui avait été repris un temps chez Actes Sud. Peut-être en poche, en point. Un jour peut-être. Un jour. Ensuite, Des pierres dans ma poche, qui était moi le premier que j'ai lu de vous. Un roman électrique de jeunesse désorientée, j'avais noté. Ensuite, Nos richesses, le précédent livre sur la vie d'Edmond Charlot, où l'on revenait sur l'Algérie, donc à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui faisait le pas avec aujourd'hui. Et puis maintenant, Les Petits de décembre, qui est un livre vraiment très contemporain, j'ai envie de dire même prémonitoire, puisqu'on aborde cette révolte des enfants dans l'Algérie vraiment d'aujourd'hui. Peut-être ça vaudrait le coup de préciser, parce que le livre, je dis prémonitoire, parce qu'il y a quelque chose de très actuel, mais Kawther me disait tout à l'heure qu'en fait le livre a été achevé avant le début des premières manifestations au mois de février. C'est vrai que quand on lit le livre, on ne peut pas s'empêcher de le mettre en écho avec l'actualité, mais en même temps, on verra autour de la discussion que c'est déjà plus exactement la même Algérie dont il est question dans le livre. Voilà, donc peut-être pour faire un bref résumé, le livre s'ouvre avec ces 2 généraux de l'armée qui arrivent dans un quartier en périphérie d'Alger, devant un terrain vague qui est un terrain qui appartient à l'armée, et ces 2 généraux veulent en faire le lieu de leur résidence. Mais pour les gamins du quartier, c'est le terrain de foot depuis des décennies. Donc va s'en suivre une échauffourée entre les 2 généraux et des jeunes habitants. Et puis tout ça va être, et c'est l'objet du roman, comment la mayonnaise prend pour arriver à cette magnifique révolte des enfants du quartier pour ne pas laisser ce terrain à ces 2 généraux qui veulent en faire leur résidence. Bon, on va peut-être justement commencer par le tout début. C'est vrai, quand on commence le livre, on est au mois de février, il pleut, et on a l'impression que c'est les premiers mots d'un anti-guide touristique que vous faites d'Alger, parce que, enfin, en tout cas, vous êtes complètement à contre-courant de l'idée qu'on a de cette ville méditerranéenne, puisqu'on est dans le froid et sous la pluie. Bonjour tout le monde. Il pleut assez souvent dans mes livres, à vrai dire, mais effectivement, moi, je n'aime pas beaucoup l'idée d'une ville de carte postale où il fait très beau, on a des palmiers, un ciel bleu, etc. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'essaye de casser. Et j'avais envie de montrer une ville qui, dès le début, s'ouvrait sur quelque chose, en tout cas, d'assez difficile pour les habitants de la ville. En fait, la pluie embourbe tout le monde, empêche les voitures de circuler. Dans le quartier en question, on a dès le départ les éléments du scénario de la révolte qui sont inscrits parce que les rues ne sont pas goudronnées, donc les gens sont obligés de mettre des cartons par terre pour éviter que les habitants se cassent la figure. Donc j'avais envie de distiller dès le départ quelque chose de l'ordre effectivement d'une ville qui a pris un peu au piège les habitants avec cette pluie-là. Voilà. Mais qui est aussi, quand je dis l'anti-Alger, c'est ça. Non, pas l'anti-Alger, mais l'anti-guide. Mais vous nous prenez au dépourvu. Après, aussi. C'est aussi peut-être le pendant de mon livre précédent où le début était une invitation à la balade dans la ville et se clôturait de la même manière. Je prenais le lecteur en lui proposant d'aller se balader à Alger, donc je l'emmenais vraiment. Là, effectivement, c'est différent, c'est sûr, mais les mois de février-mars en Algérie sont souvent extrêmement pluvieux et j'aurais trouvé ça assez étrange d'en faire une ville ensoleillée en ces mois-ci. L'idée de départ, c'était vraiment de prendre la température de l'Algérie extrêmement contemporaine. Parce que vraiment dans la météo aujourd'hui.
Parce que on va le détailler un peu, hein, mais le livre fonctionne vraiment comme une radiographie, point par point. Ça m'a saisi à la deuxième lecture, de voir comment la construction est extrêmement minutieuse et que vous arrivez à placer des choses très différentes et en même temps très complètes sur le pays aujourd'hui. On me dit beaucoup effectivement que ce livre est très contemporain. Moi, je pense qu'il ne l'est pas plus que mes précédents livres et que c'est simplement que pour des raisons là qui m'ont totalement échappé, à vrai dire, il résonne par rapport à l'actualité immédiate du pays. Et en effet, ça, pour le coup, ce n'était pas du tout prévu. En tout cas, je suis toujours assez mal à l'aise quand on dit prémonitoire, parce que prémonitoire, c'est un peu prétentieux et ça donne un peu l'impression que je l'avais prévu. Ce n'est pas vraiment le cas. Moi, j'ai raconté une révolte d'enfants, de jeunes, parce qu'elle s'est passée, elle s'est déroulée. Alors, effectivement, pas comme je le raconte, elle n'a pas pris l'ampleur que je raconte, mais en 2016, il y avait bien un terrain en Algérie inoccupé qui était depuis une vingtaine d'années occupé par des enfants et des jeunes qui jouaient au football dessus. C'était le terrain de football de la commune, du coin, du quartier. Et c'est vrai que ce terrain, pendant 20 ans, les enfants ont joué au foot dessus. Moi, mes frères ont joué là-bas, mes cousins ont joué là-bas. C'est un terrain que je connais plutôt bien. Et un jour, 2 généraux sont arrivés avec des plans et ont annoncé que ce terrain allait devenir un terrain d'habitation, qu'on allait y construire plusieurs maisons, etc., etc. Et à l'époque, les jeunes se sont révoltés sur le terrain. Et j'ai arrivé à Alger 2 jours après, 2-3 jours après, et j'avais trouvé toute la cité en ébullition, tout le monde en parlait, il y avait eu 2-3 articles de presse, et ça m'avait énormément interpellée pour plein de raisons. C'est que ça arrivait après qu'il y ait eu quelques petites manifestations un peu partout, quelques grosses manifestations dans le sud et ailleurs, et j'avais un peu l'impression que ça disait quelque chose sur l'état d'esprit général, d'une espèce de ras-le-bol généralisé, d'une envie aussi de se réapproprier la rue après de longues années de terrorisme, etc. Et quelque chose m'avait aussi frappé, c'était l'absence des adultes dans ce conflit-là. C'est-à-dire que les jeunes étaient allés à défendre leur terrain, et parfois même des jeunes qui n'étaient plus si jeunes, qui avaient une trentaine d'années, qui ne jouaient plus au football, mais qui avaient joué longtemps sur le terrain, et qui étaient allés un peu défendre le bout de gras pour leurs petits frères et leurs petites sœurs. Et à côté, on avait plein de parents de ces mêmes jeunes, tout autour du terrain, qui n'avaient pas bronché et qui se moquaient un petit peu des généraux qui s'étaient pris une petite raclée et qui étaient un petit peu, qui méprisaient un petit peu ce combat-là, qui ne voyaient pas en tout cas le besoin de ces jeunes de se battre pour ce terrain-là. Pour eux, c'était un terrain vague. Il n'y avait pas de raison de se battre, mais c'était rigolo quand même, ces généraux qui se faisaient casser. Puis il y avait un peu, un sentiment de justice retrouvée, parce que c'était des généraux à un grade extrêmement supérieur, eux n'étaient pas des généraux. Et tout ça m'avait beaucoup interpellée, et je voyais bien un fossé générationnel qui, moi, m'intéresse depuis maintenant plusieurs livres. C'était déjà le sujet de mon premier roman. Ça l'est encore dans le deuxième, ça l'est totalement dans le troisième, dans l'idée de la transmission. Et cette question de génération m'a énormément interpellée sur le moment. J'ai eu envie de raconter ça. J'ai cette idée, moi, en tout cas, j'ai la conviction que partout dans le monde, mais pour moi c'est extrêmement vrai en Algérie, parce que je connais mieux ce pays-là que quelconque autre pays, que n'importe quel endroit où je peux aller et m'asseoir pendant 10 minutes, 20 minutes, une demi-heure, me donne une histoire à raconter. Et cette histoire est toujours une manière aussi de faire le lien entre le passé et le présent. Là, en l'occurrence, l'avenir, mais ce n'était pas prévu, et de pouvoir raconter aussi 1000 autres histoires autour de cette petite histoire. Et donc, c'était un petit peu ça, le projet du roman. Et donc, j'ai imaginé une révolte qui prenait une ampleur extrêmement large, extrêmement grande sur ce terrain-là, avec des généraux complètement démunis, parce qu'ils ont tout prévu, ces généraux. Pour eux, c'est l'endroit parfait. Ils disaient qu'ils allaient être dans un entre-soi rassurant, avec des militaires. C'est des généraux totalement paranoïaques, donc qui ont des dossiers sur tout le monde, qui savent réagir quelle que soit la situation, etc., mais qui n'ont jamais pensé qu'un enfant pouvait un jour devenir un ennemi. Qui se rendent compte que finalement, quand des enfants se liguent, qui sont nombreux et qui se liguent contre eux, ils ne peuvent rien y faire. Ils n'ont aucun moyen de pression. Et c'est ce que j'avais envie de raconter. C'est un peu la fin d'un monde. C'est un monde qui nous paraît extrêmement puissant, mais qu'on arrive à fissurer au moins avec juste 40 mômes, quoi. Je vous lis un passage au milieu du roman, justement sur la façon dont ils sont pris au dépourvu. Dans l'esprit des gens, les enfants ne conspirent pas, les enfants ne luttent pas. Si un seul adulte dans ce pays imaginait 3 secondes qu'un petit pouvait échafauder des plans, se battre contre un ordre établi ou quoi que ce soit dans le genre sans être manipulé ou poussé par un grand, voire un gouvernement étranger, les enfants seraient sur écoute, ils seraient suivis, ils seraient arrêtés, on créerait des camps spécialement pour eux. Ce qui arrive dans certains pays, maintenant, il arrive que des enfants soient enfermés. En tout cas, en Algérie, je pensais, au moment où j'écrivais ce livre, j'avais imaginé effectivement des enfants
comme héros principaux, plus une vieille dame qui est Adila, qui est une ancienne Moudjahida, en me disant que c'était des personnages intouchables. C'est un peu ce rapport de force que j'avais envie de créer entre des généraux eux-mêmes intouchables, surpuissants, etc., extrêmement corrompus bien sûr, mais et avec toutes les armes du pouvoir pour eux, et face à eux, des gens vers qui on ne pouvait rien du tout, parce qu'une ancienne Moudjahida, on ne peut pas l'arrêter, des enfants, on ne peut pas les arrêter. Alors, c'est là où le roman n'est pas du tout prémonitoire, parce que, en l'occurrence, on a vu sur les derniers mois que les arrestations se sont durcies et que on arrête des jeunes femmes, qu'on a arrêté un ancien Moudjahid il y a quelques mois déjà sur des motifs bidons et fallacieux. Mais moi, à l'époque, en tout cas, j'avais envie de créer un rapport de force intéressant, je trouvais, parce que les premiers ne pouvaient rien contre les seconds et vice-versa. Oui. Le livre fonctionne aussi exactement comme ça, c'est-à-dire qu'on est sur un double registre en permanence. Le livre tient en même temps du conte, cette histoire pour enfants, parce qu'on a envie d'y croire, mais c'est notre cœur d'enfant qui a envie d'y croire à ça, à cette révolte. Et à l'autre côté, c'est la farce politique, c'est la satire sociale, et on est tout le temps comme ça, dans ce jeu de dualité. Oui, parce qu'il y a un aller-retour entre les adultes et les enfants en permanence dans le roman. Pour créer un équilibre, justement, ce n'est pas un livre pour enfants. Un enfant pourrait le lire, mais sans doute ne comprendrait-il pas quand même la partie politique du roman. Mais en tout cas, c'est un livre, effectivement, pour adultes. Non, il fait résonner ce qu'on a de nous. Oui, parce qu'on est fondamentalement contre toute forme d'injustice, je pense, qu'on soit enfant ou non. Et c'est ce pourquoi se battent les enfants. C'est que pour eux, c'est injuste. Ce qui se passe est injuste. Et donc, ils se battent avec toute leur force pour lutter contre cette injustice. Il y a une question aussi qui est aussi un rapport alors pas à la morale, parce que la morale, c'est pas un mot qui est forcément adapté, mais à une éthique. C'est-à-dire que les gamins ont ce sens de l'honneur, et que là, finalement qu'on perd, on le voit très bien, parce que entre les personnages des gamins qui sont absolument, totalement, inconsidérément incorruptibles, les jeunes, les ados... Les jeunes sont déjà à la frontière. Ouais, et après toutes les catégories d'adultes... plus ou moins corrompus. À part Adila, mais qui a vraiment, on en parlera... Ou même sans être corrompus, sont simplement résignés. C'est-à-dire que pour eux, le système est comme ça, et ils pensent qu'on ne peut pas changer un système en luttant de cette manière-là. Et qu'on changera le système petit à petit, avec des idées, avec des rencontres, etc. C'est-à-dire une façon de faire qui est propre à eux. C'est-à-dire se dire, nous, on va créer un parti politique d'opposition, on va discuter, on va essayer petit à petit de grappiller un peu de pouvoir, un peu de liberté, un peu de place, pour un jour construire une Algérie différente qui sera meilleure, plus intègre, etc. On est adulte, on se parle, on ne s'attaque pas à des gens, on n'occupe pas des terrains. Et pour les enfants, cette façon de faire ne sert à rien, n'existe pas dans leur monde. Leur terrain, c'est un terrain de football, donc ils disent il faut jouer pour ne jamais laisser croire que c'est autre chose qu'un terrain de football. Les jeunes, eux, qui sont déjà plus des enfants, mais pas encore tout à fait des adultes, sont entre les deux. Et ils sont à la bordure du terrain. D'ailleurs, ils n'osent plus monter sur... Dès que les enfants occupent le terrain, eux sentent bien que ce n'est plus leur place et qu'ils ne sont plus forcément en première ligne. Et donc, ils sont autour du terrain. Ils essayent de protéger un peu les petits frères, les petites sœurs, mais ils n'osent pas rejoindre le mouvement. Ils sont déjà un petit peu craintifs parce que les parents ont cassé ce mouvement de révolte initial. Et ça, je me demandais justement si c'était pas dû à cette question du jeu, qui est évidente pour les gamins, et que finalement on perd quand on perd ce sens du jeu, du plaisir du jeu, parce qu'il y a cet autre élément qui est présent tout au long c'est le foot. Et c'est central, le foot, dans le livre. Mais parce que le foot, c'est... Alors, moi, ça fait maintenant plusieurs textes que j'écris sur le football, parce que c'est un sport important en Algérie. Les matchs de foot peuvent être très politiques. Certains chants contre le système sont nés dans les stades de foot. Ils sont incroyables. Ils ont été repris dans les marches du vendredi ces derniers mois. Mais il y a des matchs mythiques pour nous, des matchs de qualification qui datent des années 70, dont on parle encore. Enfin, le foot peut être extrêmement politique. La création de l'équipe d'Algérie s'est créée sur un acte politique de résistance, c'est-à-dire que les joueurs de foot qui ont créé l'équipe du FLN appelée à l'époque ainsi, c'est des joueurs qui ont quitté les sélections françaises, ont déserté, se sont retrouvés ensuite en Tunisie, etc. Tout ça, c'est créé sur un sentiment politique. Donc en fait, c'est pareil, là, c'est des enfants qui jouent au foot pour lutter contre un pouvoir qui juge injuste. Voilà. Mais leur arme, c'est un engagement politique. C'est ça. Et leur arme, c'est le jeu. C'est le jeu, oui, c'est le jeu, mais un jeu collectif. Un jeu... D'ailleurs, ils apprennent à tous les autres enfants à jouer. Oui. Mais ce n'est pas que ça, parce que d'ailleurs, il y a des enfants qui les rejoignent et qui ne jouaient même pas au foot, qui ne savaient même pas jouer au football, mais qui considèrent qu'il y a une injustice et que donc il faut aider les copains. Oui.
Et c'est peut-être ça aussi qui est important et qu'on peut perdre, c'est que eux ont vraiment un élan naturel d'aller aider l'autre sans se poser de questions, sans avoir peur des conséquences, etc. Ce qui n'est pas le cas des adultes qui, eux, tout de suite commencent à se dire mais voilà ce qui pourrait se passer, ceci, cela, je pourrais être inquiété de telle et telle façon, je pourrais avoir des problèmes, et qui tout de suite aussi commencent à se dire comment est-ce que je peux profiter de cette situation. Donc il y a des calculs immédiats, c'est vraiment le monde de l'adulte, parce que c'est un monde déjà corrompu pour beaucoup, ce n'est pas le cas des enfants. Et puis on rentre aussi dans un système de hiérarchie. Alors ça c'est très présent dans la satire que vous faites, dans ce regard très ironique, très mordant de tout le système de l'armée. Déjà, on a l'impression que l'armée est une bulle à l'intérieur du pays, une caste vraiment à part. Très, très bizarre, parce que c'est la cité du 11 décembre, donc qui existe vraiment. Hein. Il y a effectivement plusieurs parcelles qui, à l'époque, ont été vendues à des militaires, etc. C'est pas une cité fermée pour autant. Je veux dire, il n'y a pas de mur autour, il n'y a pas de barrage, il n'y a pas de contrôle, ni quoi que ce soit. C'est une cité ouverte aux 4 vents. Mais en effet, c'est reconstitué un espèce d'entre-soi de l'armée, avec des militaires, et sans que rien ne l'indique, nulle part. On ne sait quand on arrive qu'on est dans un endroit qui a été en tout cas géré par la défense du pays. À aucun moment ce n'est visible, mais effectivement on a recréé ce monde-là. Et après c'est un monde fait, oui, de hiérarchie. Je pense que c'est un des corps les plus hiérarchiques au monde. Dans tous les pays vous trouverez ça. L'armée, c'est un milieu où la hiérarchie est extrêmement importante. Le général, c'est le général. Et même une fois qu'on a pris sa retraite, on a beau être libre, etc., on reste quand même liés hiérarchiquement les uns aux autres. C'est-à-dire qu'on sait qu'un tel, c'est un colonel, qu'un tel, c'est un général, qu'un tel, c'est un commandant, etc. Et même dans le livre, certains prennent plaisir à dire moi j'ai pris ma retraite de moi-même, lui on l'a mis en retraite. Enfin, il y a plein de petits signaux comme ça, de petits trucs qui font qu'un tel est mis là et un tel est placé ailleurs, quoi. Oui, à un moment vous dites que ça peut être un sujet d'humiliation. Bien sûr, c'est un sujet d'humiliation. Si on vous a fait mettre en retraite, c'est pas pareil que quand vous avez pris de vous-même votre retraite. Oui, c'est un sujet d'humiliation. Quand on fait partie de l'armée, on habite dans des cités militaires, on va sur des plages militaires, on a accès à tout un tas de trucs militaires et on peut se retrouver, même si on a des grades très haut placés, on peut se retrouver du jour au lendemain notifié d'une mise en retraite et de devoir tout lâcher du jour au lendemain, le chauffeur, la voiture, etc. Et certains... perdent des privilèges alors en fait. Oui, mais aussi d'une position sociale, parce que quand vous avez été dans l'armée pendant 30 ans et que toutes vos relations sont dans l'armée, que vous ne vivez que comme ça, voilà, du jour au lendemain, vous vous retrouvez sans rien avoir à faire et vous errez, c'est ce que je dis dans le roman, hein, vous errez aux messes des officiers toute la journée sans savoir quoi faire de votre vie. C'est pour ça que certains personnages, un personnage en particulier dit à son ami, mais non, il faut que tu prennes vite ta retraite parce que sinon on va te mettre en retraite, ça sera écrit sur ton dossier, on le saura, tu seras ridiculisé, etc., etc. Et d'ailleurs, on a presque l'impression que c'est une cour d'école aussi. Oui, voilà. Mais alors oui, là aussi l'anti-cour d'école, puisque là c'est le règne aussi de la corruption et des arrangements et des... Oui, mais aussi des moqueries, des clans des plus forts, des clans des populaires et des impopulaires, des clans de... Enfin, il y a quand même quelque chose un peu d'infantilisant dans le système même de l'armée, avec cette manière de diriger, de gérer les hommes. Il y a un peu côté infantilisant, c'est quand même un peu des grands enfants. Et en même temps, on se refile le pouvoir de génération en génération, puisqu'on comprend bien que chaque génération attend son tour, prend le ticket pour prendre les rênes du pays. Avec la complexité qu'on est quand même avec des générations un peu particulières dans l'histoire du pays, puisque la génération qui a 60 ans environ, donc 50-60 ans, qui est celle de mes parents et des parents des petits dans mon livre, elle est née juste avant l'indépendance et a grandi dans la gloire des héros de l'indépendance. Alors moi, je n'ai pas connu ça, mais ça doit être quand même assez extraordinaire de vivre le moment du pays, c'est-à-dire l'indépendance d'un pays. Qu'est-ce que c'est qu'un pays qui devient indépendant? De dire, je fais partie de la première génération indépendante du pays. Et c'est vrai qu'on les a biberonnés à ça, aux héros de la Grande Révolution. On leur a dit, vous êtes la première génération d'Algériens à avoir le baccalauréat dans ce pays-là, à avoir ensuite être diplômés, etc. Donc on les a vraiment biberonnés à ça. Mine de rien, ça doit être quand même un lourd fardeau de se dire, je suis né 15 ans trop tard pour faire la guerre et participer à l'indépendance du pays. J'ai au-dessus de moi des aînés extraordinaires, certains plus que d'autres, certains beaucoup moins que d'autres, certains pas du tout, mais voilà, ça doit être très dur de grandir là-dessus. Et donc peut-être qu'il y a aussi une explication assez sociologique à faire, ou en tout cas une réflexion sociologique à faire sur ces questions-là, d'héritage de l'histoire avec un grand H,
Et peut-être que c'est plus dur pour eux de se défaire de tout ça et que c'est plus facile pour les plus jeunes d'occuper des terrains, de se révolter, etc. etc. Et aussi, cette génération-là, au moment où elle avait 40 ans, au moment où elle devenait vraiment adulte, finissait ses études, 30-40 ans, c'était la guerre civile, c'était les années 90. Donc, c'était des années où on leur disait ce n'est pas la question du modèle algérien, de ce que doit être l'Algérie, de la démocratie, ça, ce n'est pas le moment. Là, on est en guerre contre l'extrémisme le plus sanglant qui soit, ce n'est pas le moment. Et aujourd'hui, on leur dit c'est trop tard. C'est les jeunes qui prennent la place. Et ça, pour eux, c'est insupportable. Et c'est ce qui se passe dans le roman. C'est qu'à un moment donné, les parents comprennent que les enfants sont en train de prendre leur place, qu'ils sont en train de faire une révolte qui intéresse et inquiète tout le monde. Que cette révolte, elle dépasse les frontières, que tout le monde en parle, que ce sont leurs propres enfants qui sont mis en lumière et pas eux. Et là, ça devient pour eux quelque chose d'inacceptable. Et ils sont dans une jalousie extraordinaire à l'égard de leurs enfants. Et c'est là où ils vont commencer eux-mêmes à essayer de manœuvrer avec les généraux, parce que le terrain, ils s'en fichent, mais que surtout, ils ne veulent pas que leurs enfants réussissent. Comme si on leur confisquait leur moment. Leur moment, oui. Oui. Alors là, il y a un personnage qui est très touchant dans le livre, c'est le père de Madi, qui lui, justement, est l'illustration de ce corps qui souffre de la dictature. Je ne l'avais pas perçu comme ça avant que vous Enfin, si, je l'avais perçu dans le corps qui souffre, mais qui lui a effectivement, été, placé comme ça dans la génération. Très attaqué qui est un de ceux dont on parle très peu, c'est les jeunes militaires pendant les années 90, donc les appelés et les autres, qui ont souffert. Moi, j'ai cherché en vain des chiffres pour savoir combien de militaires, de jeunes militaires notamment, avaient été soit tués, soit mutilés ou torturés pendant les années 90. Parce qu'il s'avère que quand j'étais petite, j'étais allée à un moment sur une plage à Oran où effectivement il y avait une plage, la plage qui était vraiment collée à cette plage-là, était dédiée, réservée pendant l'été à des jeunes militaires amputés d'un membre. Et tous ces jeunes-là qu'on voyait sur des chaises roulantes, avec des béquilles, etc., étaient des rescapés d'attentats avec des terroristes. Et j'ai cherché en vain, je n'ai pas trouvé, mais ce qui est assez logique parce que l'armée ne communique pas beaucoup mais du coup, c'était aussi important pour moi de ne pas juste donner l'impression que l'armée, c'était un corps de haut gradé et c'est tout. Voilà, c'est parce que ça serait totalement faux. Il y a énormément, et c'est pour ça aussi que je parle de ce que c'est que l'instruction des jeunes militaires. L'armée, c'est évidemment à l'image du reste des corps de l'Algérie, donc très corrompu, qui est très difficile. Ils mangent pas à leur faim, ils sont mal logés, c'est très très dur pour ces jeunes-là, qui ont été souvent en première ligne dans les raids contre les terroristes et qui ont souffert pendant ces années-là. Et donc le père de Mahdi, c'est un jeune homme qui a perdu ses jambes pendant les années 90. On continue à égrener comme ça les personnages, parce que c'est vraiment, on avance comme ça dans le livre. À chaque fois, on prend un personnage, il y a ce focus comme ça sur des personnages dans cette partie, la première partie du roman. Puis là, au milieu, il y a un récit, là aussi très poignant, d'un des personnages moi, qui m'a le plus emballé. C'est la grand-mère, c'est Adila. Mais ça, c'est quelque chose que vous aviez, donc, ce côté hybride de rupture de narration pour faire passer des extraits du journal. Alors, c'est pas du journal qu'elle a tenu tout au long de sa vie, mais de ce qu'elle écrit aujourd'hui, de ses souvenirs. Donc, c'est la Moudjahida, qui était jeune au moment de l'accession à l'indépendance. Voilà, parlez-nous de ce personnage, comment vous l'avez voulu, d'où elle vient aussi. Moi, ce que je souhaitais, c'était pouvoir quand même expliquer un petit peu l'histoire aussi de l'Algérie post-indépendance, expliquer un peu où on en était en fait au moment de cette révolte des enfants. Et donc évidemment je raconte pas tout parce que ça tiendrait pas sur un roman et ça serait plutôt plusieurs tomes de livres d'histoire, mais raconter au moins quelques moments importants pour ce personnage-là et notamment la succession de plusieurs présidents. Et c'est vrai que tous les présidents, l'histoire des présidents, si on veut juste se focaliser sur l'histoire des présidents algériens, l'histoire est romanesque toujours. Oui. Aucun président n'a réussi à terminer son mandat, j'ai envie de dire, tranquillement. Aucun. C'est coup d'État, c'est mort mystérieuse, c'est abattu par son garde du corps, c'est démission forcée, démission tout court, et jusqu'à Abdelaziz Bouteflika qui finit de manière lamentable, pour ne pas dire autre chose. Et donc, Adila, elle est témoin de tout ça. C'est une femme qui a beaucoup lutté pour l'indépendance de son pays, qui est extrêmement reconnue en Algérie, très respectée, très crainte aussi par le pouvoir, parce qu'il sait qu'il n'a aucune emprise sur une femme comme ça. Elle a été torturée, elle a vraiment lutté très fortement. Donc elle a vraiment une aura particulière dans le pays. C'est une femme qui a perdu aussi son fils pendant les attentats. Donc son fils est mort dans un attentat. Il était à un endroit, et une bombe a explosé.
Et elle raconte tout ça. Elle raconte les peines, les grandes peines, comme ça. Elle raconte aussi de manière assez lucide un moment particulier de l'histoire de l'Algérie, qui est l'arrêt du processus électoral dans les années 90, en se demandant si elle avait été assez courageuse à ce moment-là, si elle avait fait les bons choix. Voilà, ça, c'est un point qui, pour elle, est extrêmement difficile. En tout cas, elle dit qu'on lui avait donné l'impression que c'était soit être avec le pouvoir, soit être avec les islamistes, et qu'en l'occurrence, elle ne voulait ni de l'un ni de l'autre, mais qu'elle avait quand même choisi le pouvoir et qu'elle se demandait aujourd'hui s'il n'y avait pas eu une troisième voie possible, mais qu'elle avait été un petit peu, comme tout le monde, pense-t-elle, un peu lâche. Voilà, elle était préoccupée par autre chose. Et c'est ce point-là qui, pour elle, est difficile à assumer. Et c'est pour ça aussi qu'elle va tout de suite aider les enfants, parce que la cause des enfants, pour elle, est extrêmement claire, très juste. Et donc, elle se dit que c'est un peu le dernier combat de sa vie, c'est la dernière révolte qu'elle peut mener. Et elle est extrêmement fière aussi, parce qu'il y a sa petite fille qui est celle qui va avoir l'idée de mener le combat dès le début. Et elle est très fière d'avoir réussi à passer le flambeau à sa petite fille. J'ai l'impression que justement, là où c'est très présent du côté des garçons, cette question du problème générationnel, c'est entre Mohamed et Youssef, non, c'est Chérif. Voilà, son fils, c'est très marqué aussi. Et avec Adila, c'est supprimé. C'est-à-dire qu'elle est au-dessus de la question des Elle est des plus générations. âgée aussi. Oui, Elle est beaucoup mais plus âgée. j'ai l'impression que les femmes dans le roman, elles ont moins ce problème-là de rapport aux générations, d'être en opposition générationnelle. Bon, un peu quand même avec la fille de Adila qui, elle, a peur de tout. Elle vit aussi dans le monde de l'enfance en étant une adulte, mais dans le mauvais côté, si j'ose dire, du monde de l'enfance. L'enfance avec toutes ses terreurs, puisqu'elle a peur de tout. Yasmine, le personnage, a peur de l'ombre, a peur de la nuit. Et elle est un peu en rupture dans la transmission. Il y a la grand-mère, donc il y a Adila, il y a la mère Yasmine, il y a la petite fille Inès. Et Adila et Inès sont des personnages extrêmement forts, rayonnants, etc. La mère est un peu exclue de ce duo-là. Et dans la transmission générationnelle, elle ne se fait pas du tout entre la mère et la fille. Elle se fait entre la grand-mère et la petite fille. Oui, mais en même temps, alors, moi je voulais aussi y venir sur ce personnage de Yasmine parce qu'elle est aussi un élément important, et pas que sur la question de la place de la femme dans la société algérienne aujourd'hui, mais je le trouve dur pour le coup avec elle parce que certes elle a peur de tout, mais ça n'a pas été toujours le cas, et puis elle continue à être une femme libre et indépendante, et je trouve qu'elle est quand même vachement courageuse aussi. Oui, mais dans la transmission, il y a quand même une rupture parce que elle n'est pas ni comme sa mère ni comme sa fille. Si je devais prendre les caractéristiques des personnages, elle n'a pas exactement le même courage, même si elle en a évidemment, elle n'en a pas autant, elle n'a pas la même capacité à affronter les autres, voilà. Elle a une force intérieure, mais elle n'est pas offensive, même au travail, elle ne l'est pas. Lorsqu'il lui arrive plein de problèmes, elle subit plus qu'elle ne réagit. Oui, moi j'avais noté que c'est une femme forte, divorcée, qui élève seule sa fille, et... Elle le subit, son mari est parti, c'est pas elle qui l'a quitté. Mais ouais, mais elle a quand même une façon de l'assumer. Parce que, en fait, toute l'histoire de Yasmine, ça tourne avec la question de son boulot, où elle va être extrêmement stigmatisée dès qu'elle arrive dans ce boulot, parce que, justement... Parce qu'elle est divorcée, qu'elle fume, et puis qu'il y a un moment, il y a ce truc assez rigolo, au moment du ramadan, mais les femmes, dès la fin d'après-midi, commencent à éplucher les légumes pour pas se mettre en retard, et elle le fait pas, parce que... donc elle est pas dans les clous, elle est pas dans une espèce de normalité. Elle a quand même une sacrée belle façon d'assumer ça. Oui, bien sûr, mais en même temps, elle le fait pas au début parce qu'elle a même pas conscience qu'il faut le faire. C'est-à-dire qu'elle pense pas à ramener des légumes au bureau, et en fait, elle le découvre sur place et elle ne l'invente pas. Mais c'est pas elle qui crée une révolte, une fronde, etc., etc. Elle subit les situations plus que autre chose. Après, effectivement, elle ne va pas dénaturer ce qu'elle est. C'est-à-dire, elle va pas changer ce qu'elle est pour les autres ou pour se mettre dans les clous. Ça, vous avez tout à fait raison. Mais elle est pas dans la révolte, contrairement à sa mère et à sa fille. Parce qu'à côté de ça, on voit des personnages de femmes qui sont complètement effacées ou complètement très obéissantes. Les deux femmes des généraux, elles sont même... presque un peu des idiotes. Ouais, un peu garces quand même aussi. Hein. Et sinon, on voit après des femmes beaucoup plus obéissantes dans leur rôle de femmes et au sein de la famille. Et ça, c'est aussi une question de génération. Non, c'est qu'il y a plein de personnages différents, comme dans la vie de tous les jours, vous trouverez plein de femmes différentes, et voilà. Il y a ce truc sur le fils du général qui part vivre en France. Il y en a un autre qu'on apprend qui part vivre au Canada. Et vous glissez comme ça dans le texte que, je sais pas si c'est dit vraiment si franchement, mais que pour ces générations-là, pour ces mecs-là, l'Algérie serait pas forcément une terre d'avenir. Ça, je le dis pas. Non, ça pas. Non. C'est moi qui extrapole. Oui. Et j'ai tort. En tout cas, moi, je le pense pas. Pas que vous le pensiez, mais que certains, que les généraux puissent le penser. Non, ça dépend. Ça peut pas être une vérité générale. Ça, c'est pas tout à fait vrai comme ça. En tout cas, ils ont tous pris soin d'avoir des possibilités de départ, des comptes en banque à l'étranger, des appartements à l'étranger, etc. Ça, pratiquement tous.
peut-être pas 100%, mais pratiquement tous. Il y en a qui effectivement ont pris soin de mettre leurs enfants à l'étranger. Mais en ça, c'est pas moi qui leur jetterai la première pierre, enfin la pierre. Je vis à l'étranger, donc je vais peut-être pas. Voilà. Maintenant, il y en a quand même beaucoup qui ont leurs enfants en Algérie, à des postes importants, qui ont créé des entreprises, qui ont des marchés publics, et qui ont créé plein de réseaux liés les uns aux autres en Algérie. C'est vrai qu'il y a d'autres pays où les enfants, on sait que les enfants des plus hauts responsables sont envoyés en Angleterre, au Canada, aux États-Unis, peu importe. Moi, je dirais qu'en Algérie, c'est un peu plus complexe que ça et qu'effectivement, il y en a qui vivent à l'étranger, mais il y en a quand même pas mal qui sont en Algérie et au contraire, qui créent une espèce de réseau entre eux. Je pense qu'il y a quelque chose aussi qu'il faut comprendre. Si le pouvoir a du mépris pour les gens qu'il est censé servir, en tout cas pour les Algériens, je ne suis pas sûre qu'il ait réellement du mépris pour le pays. C'est-à-dire que pour eux, ils sont là en garde-fou du pays contre des menaces de toutes sortes. La France, les autres pays, tout ce que vous voulez. Les dissidents, etc. Et c'est sûr qu'ils nous méprisent, qu'ils méprisent ce qu'on est, ça c'est certain. Mais ils sont aussi, je pense, à moitié au moins convaincus. Alors, à moitié très corrompus, c'est sûr, mais aussi à moitié convaincus quand même. Et c'est là où c'est assez schizophrène comme position. C'est là où ça devient du coup dangereux, convaincus qu'ils sont les protecteurs du pays. Et c'est là où c'est dangereux en fait, parce que s'ils étaient juste corrompus, si c'était juste cette question-là, ça serait autre chose. Mais ça serait déjà plus simple. Mais ils sont quand même, il y a quand même, on le voit dans les discours, dans les postures, etc. Il y a quand même une conviction profonde, assez folle, que ce sont les gardiens du pays, vraiment au sens littéral du terme, et que tout donc est permis pour préserver l'état du pays, dans un pays qui va bien, qui va même mieux que plein d'autres pays, où les gens sont libres, où l'éducation est ceci et cela, etc. etc. France aussi, il y a de la corruption. Ah oui, enfin, beaucoup, mais nous, on a été beaucoup calqués sur la France. Hein. Ouais. On a hérité de son côté administratif et de sa corruption. C'est ça, sûr. parce que nous, on se voile un peu la face. Non, mais je pense veux pas dire, qu'on se voile la face, on le voile de plus en plus. Hein. Les affaires de corruption sont extrêmement fortes en France, ça c'est certain. Mais d'ailleurs, l'Algérie et la France travaillent très bien ensemble. Les marchés se font très très bien. Les gens ne sont pas dupes en Algérie sur la capacité des deux pays de travailler ensemble et de connaître les codes. On a vu aussi la frilosité des politiques à l'égard de ce qui se passait en Algérie, des manifestations, des envies de changement, etc. On ne peut pas dire qu'il y a eu un enthousiasme effréné pour la chute de Bouteflika. Les présidents ou les ministres qui sont passés ces dernières années nous ont expliqué que Bouteflika allait très bien, qu'ils ont eu une longue conversation avec lui, alors qu'on sait que depuis plusieurs années, il est plus capable d'articuler 3 mots à la suite. C'est un pays important, l'Algérie, pour la France. Et la France est un pays important pour l'Algérie. C'est des marchés extrêmement importants, c'est des relations économiques très très fortes. On a beau 2-3 fois par an s'envoyer des phrases assassines sur la guerre d'Algérie et les guerres de mémoire, il n'en demeure pas moins que les gros projets industriels sont aussi, en partie en tout cas, donnés, je le mets entre guillemets, à la France. Donc il y a des relations fortes. Et ça, c'est aussi un point de crispation en Algérie, avec une impression quand même qu'il y a une relation qui est entre des hommes du pouvoir en Algérie et des hommes du pouvoir en France. C'est peut-être beaucoup de paranoïa, mais c'est sans doute aussi un peu un état de fait, effectivement, un peu de corruption, oui, c'est sûr. Sur le fait de est-ce qu'il y a plus de corruption ou pas en Algérie, c'est quand même très corrompu. Il y avait une blague qui circulait il y a 20 ans. C'était la mafia italienne qui envoyait un émissaire en Algérie en lui disant « J'en ai marre, on parle tout le temps de la mafia des généraux, la mafia des généraux. Il commence à me faire de l'ombre, ces généraux, va enquêter. » Et donc l'émissaire part, et il part longtemps. Au bout de plusieurs mois, il revient et il dit « Mais en fait, ils ont tout, c'est une mafia qui a tout. Ils ont un État, ils ont un président, ils ont des journaux, ils ont tout, en fait. C'est un pays... » Et c'est vrai que c'est une mafia très généralisée quand même. Voilà. Est-ce qu'elle est plus grande ou moins grande? Enfin, ça, vous savez, on a toujours chaque année les enquêtes, les indices de transparence, etc. Et on est quand même souvent très en bas. Hein. Vous écoutez Kauter Adimi autour de son roman Les Petits de décembre à la librairie Ombre Blanche à Toulouse le 23 novembre 2019.
D'abord, je tiens à dire que je vous ai lu déjà 2 fois, avec C'est beaucoup plus que de moi. plaisir et d'intérêt, et qu'après avoir entendu votre conversation qui m'a beaucoup apporté, je vais certainement me débrouiller pour lire ce que vous appelez un roman une 3e fois. Ma première impression d'abord, en vous lisant, c'est une impression de plaisir, parce que dans une atmosphère d'actualité que je trouve accablante, je découvre dans votre roman une oasis de liberté, même s'il pleut. C'est vraiment très chouette. Bon, ma 2e impression, elle est confirmée par votre conversation, parce que je vous ai lu, vous racontiez, vous déduisiez, vous inventiez, vous imaginiez, mais à partir d'une situation que vous observez très très bien, et c'est une histoire que vous racontez, comme il pourrait y en avoir des tas d'autres. Mais quand je lis ça, je suis sûr que je suis sur la frontière entre ce que vous avez d'ailleurs dû appeler la petite histoire et celle que vous et moi, nous appelons l'histoire avec un grand H. Et j'y repensais forcément parce que dans le temps où je vous ai lu, j'avais vaguement ouvert un gros livre de mémoire d'un de mes contemporains, qui est Antoine Pro, je crois, qui est un excellent historien. Et j'avais l'impression, avec votre roman, d'être sur cette frontière. Et je suis persuadé qu'en effet, l'histoire, elle devient intéressante, surtout, et ça c'est peut-être une déformation qui tient à mon enfance, surtout quand on raconte des histoires. La 3e impression, elle est peut-être un peu fausse parce que moi j'ai le sentiment quand même, je suis sur le bord de votre roman, comme les parents des enfants qui jouent au football, et on est présent. Et je le trouve en particulier dans votre récit, dans la façon où il y a l'écho dont vous rendez. C'est pas simplement un petit bout de patelin dont je ne sais pas pourquoi il s'appelle La Cité du 11 décembre, je n'ai pas eu le temps de chercher ni de trouver, mais c'est dans un petit morceau de périurbain, dans l'immense agglomération d'Alger, et vous montrez très bien comment les gens ne sont pas simplement spectateurs, ils se retrouvent dans le miroir du jeu de football et ils participent à la défense du terrain de football en apportant un tas de nourriture. C'est-à-dire qu'ils sont solidaires, mais dans un mouvement de simulation. Ils sont différents, mais ils reconnaissent l'intérêt de la chose. Et ça donne à votre roman, en particulier sur sa fin, ce que mes vieilles obsessions méditerranéennes me font ramener à des tentatives d'apprentissage de mon enfance, bon, menez jusqu'au bord de la tragédie. Et la fin de ce que la collection appelle fiction et compagnie, c'est un drame. La fin, on la découvre tragique d'une certaine façon, parce que les enfants vont échouer dans la défense de leur terrain. Mais là, terrain. vous dites tout. Mais il y a quand même un moment d'espoir à la fin. Vous l'avez vu. Ça me fait retrouver des vieilleries que je tentais d'apprendre quand j'étais petit et que je tentais d'apprendre le grec. Alors, chez Aristote, ça doit s'appeler quelque chose comme cette atmosphère de tension tragique. Je crois que c'est ce qu'il appelle quelque part, je ne sais plus où, la tension dionysiaque. Mais je ne suis pas tout à fait d'accord sur la fin. Elle est tragique, mais il y a quand même un peu d'espoir. C'est porté par un sentiment d'espoir. Oui, je dirais que c'est quand même plus nuancé que ça, mais on ne va pas dévoiler toute la fin. Mais en ce moment, tout le monde me dit, mais à votre avis, qu'est-ce qui va se passer avec les marches du vendredi enneigé ? J'en sais rien, parce que je ne suis pas capable de faire des prémonitions. Mais je dirais simplement que pour moi, de toute façon, les choses ont fondamentalement changé. Et quoi qu'il se passe, on ne reviendra jamais à la situation d'il y a 9 mois. Et c'est pareil dans le roman. Ce qui se passe sur ce terrain-là, même s'ils ont échoué d'une certaine manière, ils sont quand même pas totalement échoués. Et ce qui s'est passé, dans la première version, je crois pas l'avoir... Si, je l'ai gardé, je sais plus. Mais en tout cas, je sais que la fin était beaucoup plus longue dans ce que j'avais écrit à l'époque. Et je disais, ça ne va pas devenir une anecdote d'enfant. C'est-à-dire que vraiment, ça ne va pas être quelque chose pour les enfants en grandissant, même dans 20 ans, dans 30 ans, même quand eux-mêmes deviendront des adultes et des parents.
ça ne deviendra pas une anecdote d'enfant. On ne va pas raconter ça en rigolant, en se rappelant hey, tu te souviens l'hiver où on a occupé ce terrain. C'est beaucoup plus fort et beaucoup plus puissant. Au contraire, c'est quelque chose qui va les porter toute leur vie. Ça a été un vrai combat. Ça ne devient pas quelque chose qu'on regarde une fois qu'on est plus âgé en se disant « Ah, j'ai occupé un terrain ». Tout comme je pense qu'on ne regardera pas ces marches plus tard en se disant « Ah, j'ai marché les vendredis, c'était sympa. » etc. Je pense sincèrement que ça ne va pas se passer comme ça, que c'est beaucoup plus important et que ça a radicalement changé. En tout cas, dans mon livre, ça a radicalement changé les enfants, mais comme ça a radicalement changé les Algériens, ce qui est en train de se passer. Et pour moi, ça, c'est déjà une victoire extraordinaire. Et ça permet tous les espoirs. L'espoir, en général, ne suffit pas à défaire, surtout à défaire des systèmes aussi corrompus, aussi mystérieux, aussi souterrains. Mais ça permet quand même parfois de l'ébranler assez fortement pour que la prochaine fois, le système tombe. Après, c'est difficile, on parlait tout à l'heure, quand on s'est vu avant la rencontre, de l'Égypte, où les manifestations étaient extraordinaires et où assez vite, finalement, en quelques années, même pas, on a rétabli un ordre quasi équivalent, voire parfois, par moments, encore plus dur que le précédent et tout aussi corrompu. Donc c'est sûr que c'est assez tragique, mais moi je persiste à penser que si on n'y arrive pas aujourd'hui, on y arrivera la prochaine fois. Et que ce qui a été acquis aujourd'hui, c'est pour la vie. Nous en Algérie, en plus, on a déjà eu les années 80 où il y a eu des grosses manifestations qu'on a un peu oubliées parce que ça a donné naissance assez vite, qui a donné naissance non, mais qui a ensuite été suivi par la guerre civile. Mais en tout cas, les révoltes des années 88 ont quand même donné quelque chose de merveilleux qui est l'indépendance de la presse, la pluralité de la presse. Et on a une des presses les plus indépendantes dans le monde arabe, mais vraiment qui a une liberté de ton extraordinaire. Que ce soit des éditorialistes comme Chawri Amari ou des caricaturistes comme Ali Dilem, c'est un acquis de 88. Et les acquis de 2019, on va les garder pour très longtemps. Voilà. Donc pour moi, c'est quand même, il y a un peu d'espoir. Dans l'espace du livre, c'est une pierre sur un édifice qui se construit petit à petit. Et c'est vrai que les gamins, ça reste une révolte d'enfants. C'est là qu'on n'est pas complètement dans le conte. Parce que vous faites pas ce choix d'être que dans le conte. Vous auriez pu faire le livre complètement à la manière du conte. Quelqu'un en finissait avec effectivement un changement total. Mais non, il y a quand même un réalisme. Et ça, c'est l'autre aspect du roman. C'est l'aspect de la farce sociale. Et je disais tout à l'heure, ce côté presque orwellien, mais dans le sens où le livre est complètement pris de ça, de ces constats du quotidien, avec des phrases. Des fois, vous êtes, je trouve, beaucoup plus mordante dans le livre que vous n'êtes là dans le. Oui, c'est vrai. Il y a un moment où. Mais la fiction le permet. Oui, c'est ça. Il y a cette belle phrase que vous sortez d'Adila. Jetez la révolution dans la rue, le peuple la ramassera. Mais ça, c'est pas une phrase de... Non, oui, mais je voulais qu'on en parle, parce que c'est vrai que c'est une phrase qui fouette, et en même temps, je trouve que le livre, il est dans cet héritage-là, dans l'héritage de cette phrase-là. Oui. Après, c'est une phrase effectivement assez connue en Algérie, qu'on a retrouvée là, dans les dernières marches, qui dans le roman fonctionne plutôt bien, parce que effectivement, tous les enfants du coin rejoignent la manifestation. Quand vous parlez des enfants, dans votre bouche, dans votre esprit, est-ce qu'il y a dans les enfants les petites filles? Est-ce qu'elles jouent sur le terrain au foot? Quelle place ont-elles dans cette première révolte qui anticipe sur la révolte d'aujourd'hui où les femmes algériennes commence à parler et à occuper l'espace public? Alors oui, on l'a pas dit tout à l'heure, mais effectivement, il y a des petites filles sur le terrain qui jouent. Et d'ailleurs, l'un des personnages, si ce n'est le personnage principal des enfants, est une petite fille, Inès. D'ailleurs, elle joue très bien au foot, elle est meilleure que les garçons, ce qui crée effectivement des jalousies assez fortes. Et c'est elle qui a l'idée d'occuper le terrain. Donc c'est elle qui va convaincre ses copains qu'il faut occuper le terrain, qu'il faut surtout rien lâcher. Et il y a plusieurs filles sur le terrain. Moi, ça me semblait assez normal qu'il y ait des petites filles sur le terrain et des petites filles qui jouent au foot. Voilà, ça n'aurait pas pu être une histoire de garçons. J'aimerais bien qu'on parle alors un petit peu de la construction du roman, parce que je sais que vous êtes, quand on lit vos autres romans, comme dans celui-là, vous êtes très attentive à faire fonctionner les livres et puis à jouer sur ces moments de rupture aussi. Comment vous l'abordez? Oui, dans la structure, il y a deux registres. Il y a le registre des adultes, avec tout ce qui se passe avec les personnages des adultes, et il y a le registre des enfants, et je l'ai vraiment construit le roman en parallèle, c'est-à-dire enfants et adultes
résonnent sans se parler. À quasi aucun moment, il n'y a de discussion entre les enfants et les adultes. C'est vraiment des mondes qui cohabitent sans se retrouver. Si ce n'est par Adila, qui est le lien entre les adultes et les enfants. Et au milieu du roman, effectivement, il y a cette rupture que vous avez mentionnée tout à l'heure avec le journal intime de Adila. Ce qui permet de garder l'énergie, moi je trouve. Oui, je ne voulais pas faire comme... je voulais pas refaire comme dans Nos richesses. Dans Nos richesses, j'avais construit le roman dans une structure avec 3 temps. Pour le coup, il y avait le journal d'Edmond Charlot, il y avait le présent avec Riyad et Abdallah, et il y avait des chapitres à part entière dédiés à des moments qui me semblaient importants de l'histoire de l'Algérie. J'avais isolé pour accompagner le récit, parce qu'il fallait comprendre quand même l'histoire de Charlot, mais aussi l'histoire de ce lieu, à travers aussi l'histoire de l'Algérie. Là, j'avais pas envie de donner autant de place à l'histoire. Puis j'avais envie de refaire, ça m'a semblé assez artificiel de refaire la même structure. Et je trouvais ça intéressant de l'aborder d'après le point de vue d'une femme qui a lutté pour son pays vraiment, qui a pris des risques, qui aurait pu être tuée, qui a été torturée, etc. Et de le raconter, parce que pour moi, ça a toujours été un point important de réflexion pour ces femmes-là qui ont eu, à un moment donné de l'histoire... qui ont pris une liberté absolue dans les années 50-60 pour lutter pour l'Algérie et qui ensuite ont vu leurs droits petit à petit être grignotés par un État qu'elles avaient contribué à faire exister et à qui on a dit petit à petit qu'elles étaient quasiment par moments des mineurs. Et je me suis toujours demandé comment ces femmes vivaient cette situation-là, c'est-à-dire elles ont été tellement fortes, tellement courageuses. On a des photos d'elles dans les rues par moments, on a des dessins d'elles, etc. On les valide. Et en même temps, on considère quand même qu'elles sont inférieures aux hommes, quel que soit l'homme d'ailleurs. Et c'est aussi pour ça que j'avais envie d'intégrer ce personnage-là de Adila. C'est une femme en révolte aussi pour ça, parce qu'elle trouve ce système-là complètement injuste. Mais elle n'a pas peur. Elle sait qu'elle est assez préservée parce que son nom la préserve de beaucoup de choses. Et donc, elle prend aussi les responsabilités liées à son nom. Et c'est pour ça qu'elle n'a pas peur de taper les généraux, qu'elle n'a pas peur d'aller voir le gendarme et de lui dire « Oui, j'ai tapé des généraux, allez-y, faites quelque chose ». Et elle sait très bien qu'elle va ressortir libre. Et c'est ce qui se passe. C'est vrai que la peur, c'est aussi un sentiment qui traverse tout le roman. C'est le propre des États corrompus, c'est d'essayer de faire peur. Oui, en faisant peur, on empêche les gens de se révolter. Mais ça ne marche pas pour toujours, on le voit bien. Plus les gens sont jeunes et moins ils ont peur dans le livre. C'est insidieux. Il y a quand même eu pas mal d'arrestations ces derniers temps. Il y en a de nouveaux. On sent quand même un durcissement du pouvoir. Les arrestations se font parfois un peu à l'aveugle, c'est-à-dire qu'on en arrête certains mais pas d'autres. La justice rend des décisions très différentes en fonction d'où ils sont jugés. Parfois, ils sont libérés. Parfois, pour le même motif, ils ont de la prison ferme. Alors, la peur n'est pas là. Elle l'est un peu quand même. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a énormément de manifestants qui sortent. Donc, en fait, il y a quand même un sentiment de sécurité lié au fait qu'il y a beaucoup de monde. Oui, voilà, le nombre fait qu'on est rassuré. Puis c'est des gens de tout âge, il y a des femmes, des hommes, des enfants, des jeunes, etc. Donc il y a quelque chose d'assez rassurant, on marche tous ensemble. Mais il y a, il ne faut pas l'oublier, beaucoup de gens qui dorment en prison depuis des mois, parfois des jeunes, très très jeunes. Il y a une fille qui a 19 ans, il y a un jeune garçon qui est malade et qui est en prison, il y a un monsieur qui est très âgé, qui lui aussi est très malade et qui est en prison. Voilà, tous ces gens sont en prison pour port du drapeau berbère, pour atteinte au moral de l'armée, enfin pour des raisons qui ne justifient ni l'arrestation ni la prison. On est quand même dans une époque assez difficile, assez fou, et pour autant les gens continuent de marcher. Et tous ces gens sont des héros, tous ces gens sont extrêmement courageux, et oui, de sortir vendredi après vendredi, mardi après mardi, en se disant qu'ils peuvent tous potentiellement se faire arrêter
arrêter à un moment ou un autre. C'est ça qu'il faut bien entendre. C'est que n'importe qui aujourd'hui dans la rue peut se faire arrêter. Et pour autant, les gens continuent de sortir. Et les réseaux sociaux, ils ont une importance aussi. C'est un peu présent dans le livre. C'était pas mal le cas sur la question égyptienne, la place des réseaux sociaux Oui, et comment circulait l'information et comment c'était aussi pas seulement qu'un espace de liberté, mais c'était aussi un espace de protection. Je pense que oui et non. Je pense qu'au début, oui. Qu'aujourd'hui, ça permet de partager l'information, surtout qu'en face, on a quand même des chaînes de télé et de radio extrêmement dominées par l'État, quoi qu'on en dise. Hein. Ils reçoivent des ordres directement de l'État sur ce qu'il faut dire, pas dire. Ça, on est extrêmement habitués. Hein. On sait que c'est comme ça. Hein. On sait que les Algériens vous diront que dès qu'il y a un documentaire animalier, pendant les années 90, on sait qu'une bombe avait explosé quelque part. Tellement ils passent 2 ou 3 heures de documentaire animalier, ça meuble l'actualité. Après, les gens savent que tous les vendredis, il faut sortir. Donc maintenant, il y a même plus besoin de le partager. On a encore une fois une presse quand même importante, des journalistes engagés. Donc c'est quand même une manière d'avoir l'information quotidiennement. Le prix du journal reste abordable par rapport à ce qui est en France, où le journal est désormais quand même assez cher. Et puis aussi, on l'a vu par le passé. En 88, encore une fois, les gens sont sortis, on n'avait pas Internet, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas tout ça. Donc je pense que les gens seraient quand même sans doute sortis, même sans les réseaux sociaux. Alors c'est sûr que les réseaux sociaux, ça aide, ça permet de partager l'information très vite, mais à contrario, il y a beaucoup de fake news, il y a beaucoup de faux comptes, de ceci, cela. Mais ça permet, oui, de diffuser l'information, ça c'est sûr. Dès qu'il y a une arrestation, on le sait très vite, parce que Twitter est là, Instagram est là, Facebook est là, enfin peu importe. Il y a quelque chose dans le livre aussi à la fin, au moment de la révolte des gamins, avec ces tentatives de récupération. Où tour à tour, un imam, un homme politique essaie de venir voir les gamins pour leur dire « Mais vous savez, je suis tout à fait disposé à... » Et ils se font envoyer bouler. Et je crois qu'on est aussi dans ce moment-là, avec ces millions de personnes en ce moment, les vendredis et les mardis, où la tentative de récupération, c'est pas possible, quoi. Kauter, merci beaucoup. On va passer à la séance de dédicace. Si vous avez envie de vous faire signer un livre. Merci. Le livre de Kauter Adimi, Les Petits de décembre, est paru au Seuil Édition. Vous venez d'écouter une rencontre à la librairie Ombre Blanche, samedi 23 novembre 2019. الشعب يلعب 10 والسيستم ما فهموش كل سيزو يجيبها مارا ويماركي ما تحقروش 10 سنين تدمر 10 وينو مازال ما شبعتوش وربي هذا المرة وينو ناضي ما تفوتوش الشعب ليبري ليبري الجيري ليبري 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 الجيري الشعب ليبري يا بلادي بكاو كدموع ميساج كاع المسؤولين يومنا مارك رانا نكون هادو 20 وحنا صابرين يا زاير قلبي راه معمر اليوم نسمع صوتي خلوني نهضر سلمي انا ما جيتش نكسر نقول الحق ما رانيش نخسر